dans Osmose, le podcast qui tente de vous inspirer. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Malou. Ça va, Malou ? Ça va et toi ? Ça va. Je vais bien, merci. Et merci à toi d'être venue. Mais merci, ça fait trop plaisir, j'adore. Alors, Malou, pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas, est-ce que tu pourrais te présenter ? Comment est-ce que toi tu te définis ? Comment je me définis ? Waouh ! Simplement, je m'appelle Malou, je viens d'avoir 30 ans. Ça y est, j'ai passé le cap. Joyeux anniversaire. Merci. Je suis belge et je vis à Bruxelles. Si tu me poses des questions sur mon métier, c'est toujours compliqué de répondre parce que j'en ai toujours plusieurs à la fois. Donc en ce moment, je suis nail artiste et animatrice télé. C'est très bien. C'est déjà pas mal. C'est sympa. Pour ceux qui peut-être ont connu Malou sur les ondes radio, tu avais une matinale, c'est ça ? Ou c'était l'après-midi ? J'ai eu les deux. T'as eu les deux ? Ouais. En star, elle a eu les deux. Donc peut-être vous l'avez connue sur les ondes d'une radio très célèbre en Belgique, ou peut-être vous la connaissez aussi à travers les réseaux. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on me connaît pas aussi. Ou peut-être c'est que fort vous la probable. connaissez. Mais maintenant, aujourd'hui, ça fait, vous la connaissez. Et du coup, on va parler un petit peu de ton parcours. Donc, comment toi, tout a commencé ? Comment tu t'es intéressée au monde des médias ? J'ai étudié le journalisme. Et moi, à la base, j'étais sûre de vouloir être journaliste depuis mes 16 ans, un truc comme ça. Moi, je rêvais d'être Élise Lucet. Tu te rêvais en Élise vraiment, je me rêvais en cache investigation. Je me rêvais d'arriver devant des politiciens et les mettre face, vraiment, exactement, face à leurs erreurs, etc., avec des gros dossiers et tout. Je me voyais vraiment dans ce rôle-là. Et puis, du coup, j'avais pas trop d'autres idées. Donc, je me suis dit, je vais étudier le journalisme. J'ai fait mes études. J'ai adoré mes 5 ans d'études. Par contre, je suis arrivée en Master 2 pendant mon stage et je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout le métier. Métier de journaliste que je découvrais en tout cas dans ce que ça... Le concret, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Me convenait pas et... Est-ce que tu n'aimais pas il ressemblait pas trop à ce qu'on m'avait vendu. Je trouve que on vend un peu du rêve. On vend ce métier comme un métier hyper élitiste. Vraiment, t'as l'impression que... Ok. Que tu vas changer le monde grâce à l'information, etc. Mais t'as beaucoup d'idéaux quand tu commences. Complètement. Et puis t'es jeune, je suis arrivée à Bruxelles, j'avais 17 ans pour mes études, j'avais encore des paillettes dans les yeux. Puis tu te rends compte que le monde est très différent. Et donc pendant mon stage, je me suis rendu compte que quand tu débutes en tant que journaliste, non seulement les conditions sont très précaires, même si c'est pas ça qui me freinait le plus, mais en plus, le métier en tant que tel te permet pas d'aller très loin dans les sujets parce qu'en général, t'as des piges, donc c'est des contrats à la journée, à droite, à gauche, dans différents médias. Et donc, par exemple, on t'envoie faire un reportage de 10 minutes pour le JT sur, par exemple, quelque chose de grave qui arrive à une personne et tu vas juste poser les 4 questions dont tu as besoin parce que tu as besoin de faire un sujet et puis hop, merci, au revoir et tu vas vite partir parce que tu n'as pas le temps d'aller plus loin. Et moi, j'ai vraiment du mal avec ça. J'avais juste envie de rester avec les personnes pendant 1 heure et les écouter raconter leur histoire et aller plus loin. Et donc ça, c'est une autre forme de journalisme, c'est plus le journalisme d'enquête, d'investigation ou bien le documentaire. Et pour ça, en général, tu débutes pas ta carrière directement dedans. Faut passer par plusieurs années de travail, peut-être dans un travail qui me plairait pas. Et j'ai décidé que j'avais pas envie d'attendre avant d'aimer ce que je faisais, mais d'aimer tout de suite. Même si c'était autre chose, complètement. Et puis en plus, Élise Lucet, c'est one in a million, quoi. Ça arrive pas à tout le monde, etc. Oui, donc je pense que oui, je m'étais créé beaucoup d'idéaux dans la tête et que la confrontation à la réalité m'a fait prendre conscience que voilà. Et du coup, voilà la mise en contexte sur le fait que je finis mes études et je me dis je veux pas être journaliste, mais du coup je veux être quoi ? Parce que je dois payer mes factures, tu vois. Parce que du coup t'as fait ton master. Ouais, c'est ça, j'ai fini mon master et tout. Ouais. Donc ouais. Et donc t'es journaliste quoi. Et donc j'arrive en septembre après mon diplôme et je me dis je fais quoi maintenant ? J'ai besoin de taf, mais je cherche dans quoi si je veux pas être journaliste mais que j'ai étudié le journalisme. Et je réfléchis et il y a trop rien qui me parle. Et puis après quelques semaines, j'ai une amie qui a décidé de partir vivre en Grèce et elle me dit écoute, j'étais censée faire des chroniques sur un récapitulatif de l'actu toutes les semaines dans une radio bruxelloise qui s'appelle Arabelle, qui est une radio communautaire et locale, et elle me dit est-ce que tu veux le faire ? C'est bénévole mais écoute, ils ont besoin de quelqu'un pour me remplacer, donc est-ce que tu veux ? Et je dis oui, j'ai rien à faire pour l'instant, autant faire quelque chose de chouette. Sauf que faire un récapitulatif de l'actu toutes les semaines, ça m'ennuie un petit peu. Ça ne
t'a pas trop passionné. Du coup, je me suis dit, est-ce que je peux pas le modifier un peu? J'ai rien dit à personne et j'ai fait des vannes sur l'actu. Donc, je suis juste arrivée, j'ai fait des blagues sur un sujet qui me plaisait. Et ça a plutôt plu, puisque après 3 ou 4 semaines, je pense, donc 3 ou 4 récaps, on m'a proposé d'avoir ma propre émission. On m'a dit, on a besoin d'une animatrice, est-ce que tu veux? Et j'ai dit, ben ouais. Et c'était un petit contrat pour quelques mois, c'était vraiment mal payé, c'était des conditions horribles. Mais du coup, j'ai découvert la radio, comme ça, du jour au lendemain, quoi. Et t'es tombée amoureuse un peu de ce Complètement. média, ouais. On m'a demandé de devenir éditrice de mon émission, devenir animatrice, de revenir réalisatrice aussi, parce que je devais faire la technique en même temps. Tu apprends vraiment le métier au sens large du terme. Ouais. Tu apprends tous les niveaux du métier, d'un coup, du jour au lendemain, pendant 2 heures par jour, tous les jours. Parce que comme ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir toutes ces équipes-là, ça te pousse, toi, à apprendre tous ces métiers un petit peu très rapidement, complètement. Seul. Donc en vrai, c'est très mal payé, mais c'est là où tu te formes le plus. Ouais, voilà. Et en fait, après ça, comment j'ai évolué, c'est que là-bas, chez Rebelle, j'ai rencontré des filles qui voulaient proposer une émission de meufs de différentes origines qui pouvaient parler de sujets qui concernent la féminité au sens large à Tarmac, qui est un média de la RTBF. Et Tarmac venait de naître. Donc on a proposé le projet. En quelle année, ça, plus ou moins? C'était en 2017, je crois. Ok. Ça remonte. Oui, ça remonte, mais... Je pensais que c'était peut-être plus, je sais pas. Je pense que Tarmac a été créé 1 an avant, quelque chose comme ça. Et nous, on est arrivé en 2017. Vraiment, vraiment au début. Complètement, ouais, ça venait de il y avait débarquer. tout à faire encore. Ouais, exactement. Et le projet a été accepté. C'était très très chouette de faire ça pendant quelques mois. Et puisque Tarmac fait partie de la RTBF, c'est là qu'à l'époque Pure FM m'a remarqué et m'a proposé de passer des castings pour intégrer l'émission, l'équipe d'animateurs radio. Ok. Et donc au début, tu fais des remplacements. Quand quelqu'un est malade, on t'appelle en urgence et tu débarques. Exactement. Puis après, tu as une tranche le week-end. Donc j'avais le dimanche, je pense, de 16h à 20h, que personne n'écoute, mais au moins ça te permet de te faire tes armes. Et après, un peu moins d'1 an, je crois, ou 1 an, je sais plus exactement, on m'a proposé d'intégrer la matinale pour remplacer la matinale qui partait. Et donc la matinale, c'est de 6h à 10h le matin. Et c'est le prime time. C'est l'émission la plus écoutée de la radio. Oui. Et donc c'est à ce moment-là que ça m'a vraiment propulsée au niveau des médias et de la RTBF. Donc ouais. Et donc je veux dire, entre le moment où à Tarmac tu commences et que tu arrives à Pure FM à ce moment-là, ça a pris combien de temps tout ça? C'est sur 1 an? Ouais, c'est un peu moins d'1 an, je crois. Donc ça a été très rapide en fait. Ouais. Tout a été très vite. Une fois que tu t'es lancé là-dedans, tu t'y attendais peut-être pas à ce que ça aille si vite. Ça a été très rapide parce que je pense que la matinale, je l'ai intégrée en 2019, je crois, un truc comme ça. Ouais, donc entre tes débuts sur une petite radio et tout, à l'une des radios les plus écoutées de Belgique, complètement. Ça a mis 2 ans. Donc c'est... Ouais, et j'étais très jeune pour une matinalière. Ouais. T'avais quel âge du coup à ce moment-là? Je pense que j'avais 23 ans. Ah oui. Ouais, c'est je vraiment pense. Sorti 24 peut-être. D'école, vraiment tout début de la carrière. Ouais. Et ça t'a pas mis trop la pression? Tu vivais les choses comment à ce moment-là? J'ai un gros syndrome de l'imposteur. Ok. Donc quand je suis arrivée là, moi je me suis dit j'étais juste là et on m'a choisi parce que j'étais là, j'étais dispo. Ce qui est faux, j'ai mis du temps avant de le comprendre et de l'intégrer. Mais j'ai un gros problème d'estime de moi à ce niveau-là et donc très longtemps je me demandais mais qu'est-ce qu'on me trouvait, pourquoi j'étais là. Donc ça a été surtout difficile pour moi de trouver ma place, de réussir à m'imposer aussi en tant que femme jeune dans les médias. C'est un milieu qui est quand même géré par majoritairement des vieux hommes blancs, on va pas dire le contraire. Ouais. Et donc, forcément, place. Moi, j'arrivais en plus, je rentre pas dans les standards. Je suis une meuf grosse, j'ai des faux ongles, j'ai des faux cils. J'ai toujours eu, j'ai été blonde platine, puis j'étais orange fluo. Enfin, j'ai un style quand même affirmé. J'arrive avec mes grands décolletés, mes mini trucs et tout. Une personnalité très affirmée déjà, au final, malgré tout. Mais qui correspond pas à la majorité des animatrices qu'on voit à la télé, à la radio. Et moi, je suis très contente qu'on m'ait donné ma chance à ce niveau-là parce que j'étais contente d'être la représentation dont j'ai manqué moi quand j'étais petite. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de surmonter justement ce syndrome de l'imposteur que j'avais tous les jours, qui me répétait tous les jours que j'avais pas ma place là. Tous les jours, je pense qu'inconsciemment, je me disais, s'il y a une petite fille qui, grâce au fait de me voir à la radio ou à la télé, se dit qu'elle peut elle aussi y arriver et qu'elle a aussi sa place, c'est bon, c'est qu'en fait, ça aura servi à quelque chose, quoi. Tout à fait. Et justement, c'était pas pour guérir un peu ton enfant intérieur de débarquer dans le monde des médias, peut-être quelque part te dire...
peut-être que cette petite fille-là n'a pas osé, mais aujourd'hui je lui prouve que j'ose. Est-ce qu'il y avait un peu cette démarche-là quand tu t'es inscrite en journalisme et après ensuite en dirigeant vers la radio? Je pense que c'était très très inconscient, mais avec du recul maintenant, parce que j'ai vieilli et que ça fait pas mal de temps que j'ai évolué dans ce milieu, mais aussi que je l'ai quitté en partie, je peux dire que oui. J'ai été très très fort harcelée à l'école pendant toute mon enfance, une partie de mon adolescence, enfin ça a été vraiment une grosse partie de ma vie, le harcèlement. Et je me souviens avoir genre 7 ans et déjà à l'époque me dire un jour ceux-là, donc tous les camarades de classe qui me harcelaient, ils me verront partout. Et ils payeront pour me voir. Et bien sûr que c'est bizarre de se dire qu'un enfant se dit ça, mais je pense que ouais, voilà. Et donc bien sûr qu'on me voit pas partout et qu'on paye pas pour me voir. c'est pas ça vraiment la question. Je pense que voilà, c'est plus symboliquement. Je pense qu'à ce moment-là, il y avait un aspect de revanche. Ça complètement. Tout à fait. Et donc, pour revenir à ton parcours, donc tu débarques sur Pure FM, tu as la matinale. Ouais. Tu étais en duo à ce moment-là ou tu étais toute seule d'abord? Non, j'étais en duo. Ok, vous commencez donc en duo avec la personne qui s'appelait Célim. Célim, ok. Et comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux peut-être nous raconter ta première journée, ta première matinale, comment ça s'est passé? C'est marrant, je me souviens pas. Ah, tu t'en souviens pas? Je me souviens pas de la première matinale, je me souviens juste que j'étais extrêmement stressée. Non seulement parce que le co-animateur avec qui j'étais, on ne se connaissait absolument pas, on s'était vu 2 fois avant de commencer, juste parce qu'il fallait... Ah, vous pouvez pas de présentation ou quoi? Si, mais c'est différent de s'être vu autour d'un repas pour discuter du projet et puis d'être vraiment pendant 4 heures à l'antenne, où il faut qu'il y ait une complicité à l'antenne aussi pour que ça soit agréable à écouter pour les gens. Et il faut voir comment ça fonctionne. Il y a des duos qui peuvent être très bien dans la vie, mais très mauvais à l'antenne ou inversement. Et oui, nous, on était une certaine alchimie du travail, en fait. Et complètement. Ça, tu le sais pas avant tes premières émissions. Et on était justement, on savait pas, on se connaissait pas. Donc au début, ça a été un peu compliqué. Je pense que lui, au début, me faisait pas trop confiance. Okay. Il me l'a fait comprendre d'ailleurs. Il m'avait dit un truc du genre... tu sais, si j'avais pas été contente de ton travail, etc., même s'il n'y avait pas de hiérarchie dans nos rôles, j'en aurais parlé à l'équipe. Et donc c'était un petit peu un moyen de me dire, de me rassurer, je pense, à ce moment-là, sur le fait que j'avais ma place. Parce que notre duo fonctionnait et lui-même s'en était rendu compte. Et donc, petit à petit, je pense que j'ai pris confiance en moi. Et on a fait 1 an de matinale, c'était particulier, ça a été un petit peu moins d'1 an parce qu'il y a eu le Covid. Oui. Et le Covid, ça a bouleversé tout le fonctionnement des médias. Et donc, les 2 années qui ont suivi, on a arrêté la matinale parce que c'était très dur de se lever à 4 heures. C'est vraiment pas facile. Oui, parce que du coup, t'es une matinale, peut-être pour expliquer aux personnes qui ne connaissent pas ce monde et ce fonctionnement, parce qu'il y a des gens qui n'écoutent plus la radio maintenant. Comment ça marche en fait? T'arrivais donc ton émission, elle était de quelle heure à quelle heure? De 6h à 10h. Donc ça veut dire, quand on dit ça, c'est qu'il n'y a personne à cette heure-là dans les médias, en général à l'RTBF, RTL, bref, tous les gros groupes médiatiques, il n'y a personne à cette heure-là, parce que c'est tôt et les gens dorment. Donc toi, t'arrives, il fait noir, il faut allumer le matériel, il faut faire des réglages techniques pour être sûr que les micros se mettent en marche au bon moment, etc. Il faut lancer la pub au bon moment, etc. Donc bref, il faut juste être capable de prendre entièrement l'antenne en main à 6h du matin. Donc tu lances aussi les musiques, tu lances les pubs, tu lances tous les spots publicitaires. Vraiment, vous gérez tout de A à Z et entre-temps, vous intercalez... des moments où on parle, vos discussions, exactement. Et du coup, en général, ça dépend de ton niveau de préparation de l'émission. Y en a qui arrivent très très tôt parce qu'il y en a qui préparent le jour même, il y en a qui préparent la veille, du coup ils arrivent en dernière minute. Il y en a qui font plus d'impro, nous on faisait énormément d'impro, surtout au fur et à mesure parce qu'on finissait par se connaître tellement bien que juste en se regardant parler, on avait une sorte de musicalité dans la voix, on savait presque terminer la phrase de l'autre. Ah ouais. Il y avait vraiment une connexion très forte à l'antenne. Ouais, il commence à avoir une alchimie vraiment entre vous complètement. Sur le plateau, ouais. Et ça, c'est important à l'antenne, c'est justement d'être capable d'avoir, comme je dis, une certaine musicalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui va parler pendant 5 minutes et l'autre on l'entend pas, mais qui est vraiment une sorte d'équilibre entre les 2 voix, parce que nous, ce qu'on voulait, c'était justement briser les codes habituels des gros primes de radio, qui est un animateur homme et une co-animatrice femme, qui est en fait la 2e voix, donc ça veut dire qu'elle a une voix moins importante dans l'émission, et qui en général est vue comme la dinde de service qui va rire aux blagues de l'animateur. Ouais. On voulait pas rentrer dans ce cliché sexiste, donc on s'est dit on veut que ça soit du 50-50 le plus possible en tout cas, quoi. Ouais.
De faire au mieux, en tout cas de respecter la parole de l'un de l'autre, et chacun avait vraiment le même rôle. Et donc le Covid arrive, tout est bouleversé. Et quoi, vous continuez pendant le Covid de chacun chez soi ou On a tous les deux été vachement impactés par le Covid différemment au niveau personnel. Du coup, pendant quelques semaines, je pense que dans tous les cas, les émissions étaient mises en pause. Et puis, je sais plus comment ça s'est passé exactement, mais on n'a pas repris l'animation de la matinale à proprement parler. Elle a été sous une autre forme, et donc on faisait des chroniques plutôt. On proposait d'autres formes de contenu pour la chaîne à ce moment-là, juste pour garder une présence médiatique sur la chaîne pendant les derniers mois du Covid. Puis il y a toujours la pause de l'été dans les médias, les grosses émissions s'arrêtent et on reprend en septembre. Et en septembre, on est arrivé pour le prime de l'après-midi, donc c'est 16h-20h. Donc c'est pas l'heure comme le matin où les gens vont au travail, mais c'est l'heure où ils rentrent du travail. Donc c'est pour ça que c'est le deuxième prime. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, c'était génial comme horaire, c'est trop cool parce que oui, c'est moins fatigant aussi. C'est moins fatigant, et même t'es en fin de journée, donc il y a un ton un peu plus détendu. Ouais. Parce que les gens, ils ont pas envie d'entendre les infos à cette heure-là, ils ont plus envie de l'entendre le matin. J'ai l'impression qu'entre 16h et 20h, t'es crevé de ta journée, t'as juste envie de te marrer avec des potes que t'écoutes tous les jours. Ta journée aussi avant. Complètement, donc, allez, je veux dire, tu suis le rythme aussi des gens, tu vis vraiment avec eux les moments où toi, quand tu te lèves très tôt, là, t'es peut-être plus en forme que eux parce que peut-être ils vous écoutent sur le chemin du travail, en se préparant le matin. Donc voilà, mais là, vous êtes vraiment aux mêmes étapes, donc forcément, j'imagine, en tout cas. Ouais, moi j'ai adoré le 16-20 comme on l'appelle, j'ai adoré. C'était trop chouette. Et du coup là aussi c'était vraiment sur la même formule, beaucoup d'improvisation, où tu préparais comment on préparait toujours quelques séquences parce qu'on avait envie quand même qu'il y ait plus que 2 personnes qui parlent derrière un micro, même si c'était globalement ce qu'on faisait. On avait quand même un ton assez décalé, on essayait de faire quelque chose de différent de ce qu'on voyait ailleurs en radio, et on jouait vraiment beaucoup sur notre complicité parce qu'à ce moment-là on était vraiment très proches, on avait une relation presque fraternelle finalement, donc c'était un petit peu on était plus que des co-animateurs, on se voyait même en dehors de l'émission, ce qui est parfois pas le cas. On est devenus amis complètement. Et du coup c'est ce qu'on voulait mettre en valeur, c'était ce duo assez atypique sur la radio qui s'appelle Typique du coup. Et je pense que c'est ce qui a plu aux auditeurs et auditrices. On était je pense qu'on scindait vraiment les gens. Il y avait ceux qui nous adoraient et ceux qui nous détestaient. Mais je pense il y a peu de gens qui savaient pas trop se positionner sur nous, quoi. Et tu avais beaucoup de retours à ce moment-là. Comment tu as vécu peut-être aussi ce début de notoriété, parce que forcément tu rentres dans la vie des gens, on commence à te connaître, à te reconnaître, et comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu? Au niveau de la notoriété, je dis toujours que c'est un grand mot parce que on est en Belgique francophone. C'est pas les mêmes. Je suis pas Beyoncé, quoi, tu vois. Oui, bien sûr, mais quand même, les gens te connaissent et t'entendent. Le jour où je m'en suis le plus rendu compte, c'était quand justement à 2 on est allé aux Ardentes, donc au festival Les Ardentes, et c'était la dernière année où on a animé ensemble, je pense. Et là, c'était particulier parce que rien que visuellement, on était un duo particulier. Il fait plus d'1m90, je fais moins d'1m60. J'avais les cheveux orange fluo à l'époque, on nous voyait de loin. Et donc, au niveau de la silhouette du duo, on passait pas vraiment inaperçu. Et ce jour-là, il y a beaucoup de gens qui nous ont arrêtés pour prendre des photos. Et ça m'a fait vraiment bizarre parce que là, tu te rends compte qu'il y a des gens qui t'écoutent vraiment tous les jours et qui tiennent un peu à vous, à votre duo. Qui se sont attachés à nous. Et ça, je dirais que c'est le moment où je me suis plus rendu compte d'à quel point on était écoutés et aimés. Et il y a aussi le jour où il y a une auditrice qui a appelé sa fille Malou pour moi. J'étais en mode, mais je suis Johnny en fait. Oui, quoi. Ah, mais vraiment, j'étais choquée, étonnée, hyper touchée. Et en fait, elle disait que c'est parce que vraiment, on l'a aidée dans des périodes difficiles, parce qu'on était une présence, même si on était une présence vocale finalement. Il y a pas mal de gens notamment qui nous ont remercié d'avoir été là pendant le confinement, ou bien après le confinement, parce que beaucoup de gens étaient en télétravail et les gens isolés ne voyaient plus personne. Les gens qui n'ont pas beaucoup de famille ou pas beaucoup d'amis, pendant le télétravail qui était forcé et qui était total, ils n'avaient plus personne, puisque les seules personnes qu'ils voyaient pendant la semaine, c'était leurs collègues. Et donc, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit merci, parce que je pense que si j'ai réussi à tenir, c'est grâce à vous. Et ça, c'est des choses, mais ça n'a pas de valeur, quoi. C'est vraiment, quand tu l'entends, c'est de la folie. Et je pense que c'est ça qui me manque le plus du fait d'avoir arrêté la radio et d'avoir quitté ce média-là, c'est cette proximité avec les gens et de me rendre compte qu'on est
dans leur quotidien. On est dans leur voiture, on est dans leur salon, on est dans la cuisine pendant qu'ils font à manger. Il y a même des enfants qui nous envoyaient des vocaux, etc. en disant « Ah, c'est Lim et Malou !» Et donc ce truc-là, cette proximité avec les gens et se rendre compte qu'on a un impact, même si on a l'impression que on est là juste pour faire rire les gens, au final, on a quand même un impact dans leur quotidien et ça, c'est incroyable, quoi. Surtout que t'as pas, je trouve, tu te rends pas compte de ce lien qui existe parce que toi, t'es dans ton studio devant un micro. Ah oui, t'es à deux, il n'y a pas de fenêtre. Ouais, tu sais pas que t'es écouté. Exactement, ouais. Tu sais pas que t'es écouté par des dizaines de milliers de personnes. Et ça, c'est particulier, ouais. Et en plus, tu l'as vécu de manière assez positivement. Tu as eu vraiment t'as reçu beaucoup d'amour à ce moment-là. Donc j'imagine que ouais, ça doit... À fond, rien que ça, on avait un numéro WhatsApp pour l'émission. Et le nombre de messages qu'on recevait pendant l'émission, c'est trop chouette. Les gens jouaient le jeu. Parfois, on lançait des quiz complètement débiles en disant « C'est quoi votre sauce préférée ?» Et les gens nous répondaient « La mayo, la tartare, la samouraï. » Et en fait, se dire, ils prennent le temps de prendre leur téléphone et de répondre « Ah, ma sauce préférée, c'est la tartare. » Quand tu prends un peu de recul, tu te dis, mais c'est fou que les gens décident de donner une partie de leur temps et de leur énergie au fait de participer à des délires bêtes qu'on a à l'antenne, quoi. Et justement, je pense que les gens ont aussi besoin de ça, de légèreté. Voilà, l'époque n'a pas changé. Je veux dire, tout est très lourd. De plus en plus. De plus en plus, oui, ça s'améliore pas. Surtout à ce moment-là aussi, Covid, donc il y avait aussi l'aspect psychologique. Mais ouais, effectivement, je pense que ça les aide aussi à déconnecter un petit peu et c'est vraiment sans prise de tête, quoi. Vous parlez vraiment de sujets hyper simples et je crois que ça parle... On parlait de sujets débiles, comme je le dis là, genre les sauces. Je sais pas combien de fois on a parlé de frites et de sauces, mais à la fois on avait envie d'y mettre vraiment notre personnalité profonde et pas juste d'être des voix remplaçables. Et donc moi, par exemple, qui a un côté très militant et engagé, où j'essaie vraiment de me déconstruire sur plein de sujets, c'était important pour moi aussi de le mettre en avant à ce niveau-là. Donc en fait, puisque c'est des émissions musicales qu'on animait, quand on avait des informations à donner sur une nouvelle chanson qui sortait, on avait envie de l'ancrer vraiment dans la réalité des gens. Donc si ça correspondait à un sujet féministe ou antiraciste, etc., on en parlait et on avait envie aussi d'éduquer quelque part les gens dans ces moments-là qui, de manière un peu ludique, parce qu'on parle de la dernière chanson, je sais pas, de Kendrick Lamar, et on a envie de l'ancrer justement dans quelque chose de plus politisé dans le sens vraiment militant, quoi. Oui, sur une radio en plus d'un média plus traditionnel, ou qui n'est pas du tout sur cette tranche-là d'habitude. T'as pas dû te brider, tu t'es jamais senti bridé ou Je me suis jamais sentie bridée à l'antenne. Ok. Mais les médias au sens large, et là je parle pas du média dans lequel j'étais à l'époque, je parle vraiment des médias au sens large. De la culture médiatique. Ouais, c'est un milieu qui bride. Parce que comme je l'ai dit et je le redis, c'est un milieu qui est dirigé par des vieux hommes blancs cis-het, donc qui ont une vision quand même globalement à l'ancienne. Et je sais par exemple que j'étais pas aimée de tous. Ouais. Parce que justement je ne correspondais pas à ce qu'on attendait d'une animatrice, c'est-à-dire une meuf mince, toute lisse, qui s'affirme pas trop, qui donne pas trop ses opinions, et c'est même mieux si elle en a pas trop, quoi. Et c'est hyper dommage d'attendre ça d'une femme. On est plus que ça, on est plus que un joli visage devant une caméra qui est capable de lire quelque chose, quoi. Surtout que tu peux, comme tu dis, tu peux avoir un ton très humoristique, très léger, en insérant, je veux dire, des petites choses qui sont parfois peut-être un peu qui sont plus politiques, mais sans que ce soit le principal sujet, en fait. Ouais, complètement. Et au sein des médias et au sein des gros groupes médiatiques, il y a quand même beaucoup de discrimination. Moi, j'avoue que j'ai toujours été choquée par le peu de personnes racisées qu'on voit à la télé, le peu de personnes racisées qu'on entend à la radio. En Belgique, c'est vrai que c'est très, très... C'est chaud, quoi. Là, c'est vrai. Et ça me rendait folle de me rendre compte que j'étais presque la seule à le faire remarquer dans une équipe, alors que moi aussi, je suis blanche, mais juste, c'était tellement important pour moi de faire remarquer ce genre de choses. Et puis, il y a quand même beaucoup de washing. Il y a du greenwashing, il y a du pinkwashing, etc. Et notamment autour de tout ce qui est milieu cuir. On aime bien lancer des émissions sur la Pride, sur les communautés LGBTQIA+, etc. Quand en interne, tu vois les échanges de mails, il y a des trucs parfois où tu te dis « Waouh !» En fait, il faut aussi éduquer les gens qui travaillent dans l'ombre, pas que les gens qui prennent l'antenne et qui sont... toute la culture d'entreprise, complètement. En fait. Et
c'est bien de mettre des gens qui représentent certaines minorités à l'antenne et donc derrière le micro, devant la caméra, etc. Mais c'est aussi important d'éduquer les gens qui sont dans les équipes de soutien, dans les équipes de l'ombre. Parce que s'il y a... aussi soit diversifiée. Parce que s'il y a de l'homophobie dans l'équipe, ben c'est pas ok. S'il y a du racisme dans l'équipe, c'est pas ok. Et ça, c'est un truc qui me gêne, mais en même temps, en réalité, je pense que les médias, c'est juste le miroir de la société. La société est raciste, sexiste, homophobe, grossophobe, ben, les médias le sont aussi. Et donc voilà, je pense que c'est ça qui a créé le plus de dissonance en moi et qui a fait qu'à un moment, je me suis plus sentie en accord avec les médias traditionnels et que je me suis un petit peu détachée pour essayer de me retrouver, quoi. Et c'est pour ça que du coup que tu as arrêté d'être sur cette radio. Comment ça s'est passé cette fin? C'est toi qui l'as décidé ou avec ton duo vous êtes dit bah voilà, je pense qu'on a fait notre temps. Comment ça s'est passé? La dernière année, je suis tombée en dépression. Et j'ai atteint des niveaux que je pensais pas être capable d'atteindre parce que de base, je suis quelqu'un d'assez positif, assez solaire et tout. Que ça s'est C'était il y a 3 ans, je crois, à peu près. Ouais, parce que ça fait 2 ans et demi que je suis partie. Donc vraiment un peu post-Covid, un peu le contre-coup. Ouais, c'est ça. Lié à plein de raisons personnelles, mais aussi, comme je disais, une forme de dissonance avec le milieu et ce que ça représentait. Et en fait, j'ai senti mon état plongé au point où il y a des jours où j'étais plus capable d'aller à la radio. Et ça, je me suis pas rendu compte d'à quel point c'était pas ok pour eux parce que, en effet, il faut toujours galérer à essayer de trouver quelqu'un pour te remplacer, etc. Mais sur le moment, j'étais vraiment incapable. J'avais atteint des niveaux où sortir de mon lit, c'était surmonter mais une montagne. Prendre ma douche, c'était waouh, c'était une épreuve. Me faire à manger, faire des courses, des choses qui sont banales et habituelles et quotidiennes étaient devenues vraiment insurmontable pour moi, et donc me dire que pendant 4 heures il fallait que je donne de la bonne humeur et de la joie aux gens qui m'écoutent parce que c'était impensable pour moi d'arriver et de tirer la gueule pendant 4 heures, autant rester chez toi et ne le fais pas alors. Oui, t'es obligé d'avoir une attitude forcément, ouais. Tu peux pas faire ressentir. Mon état à ce moment-là c'est quand même vachement dégradé et c'était le cas aussi de mon co-animateur qui lui a fait un burn-out et à mon avis une forme de dépression aussi, ou en tout cas on était tous les deux dans des états dépressifs différents et je pense aussi qu'on s'est du coup un petit peu alimenté cet aspect négatif parce que vu qu'on était qu'à 2 dans notre émission pendant 4 heures, qu'on se voyait en dehors, bah si tu vas pas bien, que t'es avec quelqu'un qui va pas bien, forcément je pense que tu enrichis et tu nourris un petit peu tout ça. Plus à vous tirer vers le haut. Ouais. Quoi. Et donc il y a un moment où on n'arrivait plus à trouvé de sens dans ce qu'on faisait. Parce que notre santé mentale nous permettait pas de le voir. Et donc on a décidé d'arrêter et de partir à l'époque de Typique. Ça s'est pas très très bien passé la fin. Moi j'ai regretté la façon dont ça s'est terminé. Je pense que je voyais pas les choses clairement. Il y a des trucs que je regrette, comme je le dis, je l'ai toujours affirmé et je continuerai de le dire sur des choses qui sont dysfonctionnelles et qui sont pas ok dans le milieu. Mais je pense que ça aurait pu être fait de manière plus douce et plus humaine. Que ça vienne d'eux ou de moi. Moi je suis capable aujourd'hui de reconnaître le fait que j'ai manqué un peu d'humanité à certains moments parce que je pense que j'étais pas capable de l'être parce que j'étais en survie avec toi-même, donc forcément t'es incapable d'être complètement, j'étais en survie totale et donc à ce moment-là on est parti et puis moi j'ai continué quand même puisqu'à ce moment-là j'ai eu mon émission sur Pix Plus qui est la chaîne de Proximus et j'ai toujours cette émission là donc il me semble que je vois encore de temps en temps complètement et donc c'est une émission par semaine où on traite de sujets de société, donc c'est des documentaires qui sont achetés par la chaîne sur un sujet particulier et puis on invite des personnes en plateau. Je suis l'animatrice et j'ai 4 personnes autour de la table et donc je leur pose des questions, etc. Il y a des débats, des discussions, des conversations autour du sujet et ça c'est trop chouette parce que c'est hyper enrichissant, t'apprends des choses sur plein de sujets hyper variés, tu rencontres des gens de tous les horizons et c'est même ça m'apprend beaucoup sur le fait de parfois discuter avec des gens qui ont des opinions totalement opposées aux tiennes. C'est pas facile. Quand t'as quelqu'un en face de toi qui est contre la transition des mineurs et que toi t'es complètement pour, waouh, il faut réussir à garder son sang-froid et animer le débat parce que ton but à toi c'est pas de dire tais-toi, t'es qu'une conne, j'aime pas ce que tu penses et s'en aller. C'est pas professionnel, c'est pas ce qu'on attend de toi et c'est pas ce que je veux faire et c'est pas ce que je veux qu'on remarque de moi. Donc c'est hyper enrichissant et j'adore cette émission franchement. Donc tu as cette émission, tu quittes Typique, est-ce qu'entre temps quand même t'as fait une pause parce que tu parlais justement que tu as fait une dépression, que t'étais complètement mal, vraiment que ta santé mentale était au plus bas. T'as quand même eu un moment de recul, de pause. Est-ce que tu as réussi à prendre ce temps pour toi? Parce que, comme on disait tout à l'heure, tout a été très vite dans ta vie, en tout cas professionnelle. Et là, forcément, ton corps et ta tête te dit stop. Comment t'as géré ça? Comment tu t'en es sortie en tout cas?
très 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 compliqué pour la simple et bonne raison que je suis indépendante. Ok. Et quand t'es indépendant en Belgique, tombe en dépression, crève la bouche ouverte. Ouais. Littéralement, on va pas t'aider. Tu n'auras rien. Et donc, si tu veux payer tes factures, si tu veux survivre, t'as pas le choix de travailler. Donc j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a aidée à ce moment-là, juste à tenir le coup, donc essayer de m'aider à payer mon loyer vite fait pendant, je pense que c'était 3 ou 4 mois, juste le temps de me remettre un petit peu. L'été qui a suivi justement cette dernière saison médiatique, cet été-là était très étrange pour moi. Je dormais énormément, je faisais de l'hypersomnie, ce qui est l'opposé de ce que je fais habituellement puisque je dors mal depuis toujours. Mais là, si je dormais 10-12 heures par nuit, j'étais quand même crevée. Donc c'était vraiment le contre-coup, je pense, de cette dépression. Ouais. Et du fait que j'ai dû dissocier à l'antenne pendant plusieurs mois pour réussir à survivre, etc. etc. Donc pendant 2 mois, je pense que j'ai été incapable de travailler. Puis à partir de septembre, j'ai essayé de développer des projets personnels, j'ai essayé de me trouver un petit peu et essayer de retrouver mon équilibre entre ma santé mentale et ma santé financière professionnelle. Et sauf que au moment où j'ai commencé à y voir un petit peu plus clair, j'ai eu une grosse galère financière. Mon ancien comptable a fait une erreur qui me coûte 22 000 euros. Oh là là. Et ça me tombe dessus, donc 22 000 euros au total, donc c'était genre 12 000, puis il y a une répercussion sur tel truc, donc c'est 5 000 en plus, etc. Et en fait, c'était des cotisations sociales impayées parce qu'à l'époque où je gagnais plutôt bien ma vie, quand je faisais de la radio et de la télé à l'époque en même temps, il avait déclaré mes revenus au plus bas. Sans me prévenir, sans me demander mon avis, etc. Je pense qu'il était en fin de carrière, il avait la flemme. Ouais, bref, et du coup, moi j'arrive dans un moment où j'ai déjà pas de revenus, où je suis en dépression, où la vie est déjà particulièrement dure, et on me dit... vous devez payer 22 000 euros, madame. Du coup, là, j'ai pas eu le choix de me dire je dois trouver un moyen de me créer un nouvel emploi pour gagner de l'argent, pour essayer de survivre au minimum, rembourser cette dette petit à petit et tout en conservant un minimum de santé mentale parce que je savais à ce moment-là que dans mon état, puisque la vie professionnelle a toujours un impact énorme sur ma santé mentale et mon équilibre personnel parce que c'est vraiment quelque chose de passionnant et d'important pour moi, il fallait que je trouve quelque chose que j'aime faire. Je savais que si je me mettais à par exemple travailler dans un resto, qui est quelque chose qui plaît à plein de gens mais qui moi je déteste, je replongerais encore plus, donc ça m'aiderait pas. Et j'ai mis quelques semaines, je pense, à me décider. C'est là que je me suis dit, je vais te faire du nail art. Et j'ai commencé à faire des ongles. Mais c'est vrai que ça a l'avantage d'aller assez vite pour faire tes clientes, etc. Donc, j'ai eu de la chance à ce moment-là. Je pense qu'en moins de 6 mois, j'étais full. Y a des gens qui mettent du temps. Moi, j'ai vraiment eu de la chance à ce niveau-là. J'ai jamais dû faire de pub ou quoi. Ah ouais. Et j'ai du coup décidé de directement me spécialiser dans le nail art assez chargé. Donc, je fais des choses avec de la 3D, etc. Tes ongles, là, c'est toi qui les as fait. Ouais. Bon, là, il ils sont vieux, ils sont un peu abîmés, là. Montre à la caméra. Voilà. Ça brille. Bon, l'autre, faut pas regarder, je mets jamais rien à droite. Son travail. Voilà, comme ça, ta petite pub. Comment, c'est quoi le nom de ta page pour les ongles? Le nom me ressemble aussi, ça s'appelle Nail ta mère. Ah bah voilà. Donc, mais du coup, rien à voir à ce moment-là. J'ai une émission télé et en même temps, forcément, juste avec une émission, c'est pas ça qui va payer mes factures, vraiment pas. Et ma dette, qui est quand même énorme. Et donc, je me dis, je dois trouver un moyen de faire un job qui va me ramener de l'argent tout de suite. Je peux pas commencer un job et avoir un mi-temps, puis ensuite évoluer, puis etc., etc. Donc, je me suis dit, il faut qu'en fait, le jour où je commence, le lendemain, j'ai de l'argent qui rentre. J'ai du cash qui rentre quelque part pour pouvoir le déclarer, le mettre sur mon compte et puis je peux vite rembourser le début de ma dette, quoi. J'avais vraiment ce sentiment d'urgence. Un stress intense. Complètement. Sur une santé mentale du coup qui était déjà ouais, exactement. Et du coup j'ai fait une formation juste pour ce qui est technique, hygiène, parce que je voulais faire bien les choses. Et puis j'ai passé toutes mes soirées à m'entraîner à faire du nail art, à essayer des techniques. Ça, j'ai été vraiment autodidacte parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Et en plus, à ce moment-là, je pense que ça m'a même aidé au niveau de ma santé mentale parce qu'il y a un vrai aspect méditatif. Quand tu te concentres sur un nouvel apprentissage, tu es dans ta bulle, tu te fermes de tout le reste et donc ton cerveau n'a pas le temps et n'a pas l'espace de penser à tout ce qui ne va pas et tout ce qui te rend malheureuse. Et donc à ce moment-là, ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc petit à petit,
aussi, ça m'a permis d'aller mieux, de me sentir utile, de me sentir petit à petit douée dans quelque chose, de créer du lien avec des nouvelles personnes, puisqu'il y a des clientes qui venaient me voir. Et en même temps, du coup, au niveau financier, ça me permettait de rembourser petit à petit cette dette. Ouais. Et là, ça fait 2 ans que je suis dessus et j'arrive bientôt à la fin. Oui, donc, la lumière au bout du tunnel quand même arrive. On te le souhaite. Merci. Ouais, j'avoue, les problèmes d'argent, c'est vraiment... Ouais, on sous-estime à quel point ça impacte tout le reste. Parce que ça impacte même ta santé. Pour te soigner, il faut de l'argent parce qu'il faut payer les gens qui te soignent. Et donc, c'est pour ça que vraiment, la précarité financière, on n'en parle pas assez, je trouve, d'à quel point ça impacte tous les aspects de ta vie et à quel point ça devient un brouillard dans l'esprit quand vraiment c'est quelque chose qui te stresse au quotidien. Presque, complètement. Tout tourne autour de ça. Ça. Exactement. Et donc en parallèle de tout ça, tu es quand même assez active sur les réseaux. Ouais. Donc là, c'est aussi peut-être là où vous l'avez peut-être connu, si en tout cas vous connaissez Malou. Sur tes réseaux, tu es très aussi militante, féministe. Tu sensibilises énormément contre le harcèlement, contre la grossophobie. Comment tu vis tout ça au quotidien? Pourquoi tu t'es servi de tes réseaux pour vraiment mobiliser ta parole là, sur ces sujets qui sont quand même en plus assez compliqués? Ouais, assez tabou même. Tabou, ouais. En fait, je l'ai jamais conscientisé. Je pense que j'ai cet aspect-là depuis toute petite. J'ai vraiment cette colère contre l'injustice, vraiment. Ouais. Et je pense que du coup, forcément, c'est lié au harcèlement que je vivais moi, parce que j'étais une petite fille grosse. Et je me rappelle déjà toute petite, essayer de comprendre ce que vivaient les autres minorités, ce que vivait la petite fille noire dans ma classe, ce que vivait le petit garçon gay dans ma classe, etc., etc. Ah, tout est tout à fait lié. Complètement. L'intersectionnalité, c'est la clé, les gars. Oui, bien sûr. La haine a la même souche, je veux dire, vraiment. Complètement. Et ouais, du coup, c'est des choses que, voilà, qui t'ont toujours... Ouais, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours animée, mais de manière totalement inconsciente. Et je pense que c'était surtout parce que je le vivais moi que ça m'a permis de m'ouvrir à ce que vivaient les autres. Et donc, au fur et à mesure, je pense que je me suis éduquée juste par intérêt. Et bien sûr qu'il y a encore plein de travail. Je pense que personne n'est jamais au bout du chemin. C'est une éducation de tous les jours parce qu'on doit déconstruire ce que l'entièreté de la société nous a mis dans la tête depuis toujours. C'est une question d'environnement. Enfin bref, je sais pas te l'apprendre, c'est gigantissime, quoi. Mais tout ça pour dire que je l'ai pas conscientisé. C'est quelque chose qui est venu naturellement dans mes sujets que j'aborde. Et en fait, moi, mon Insta, par exemple, j'ai pas d'Insta personnel, j'ai pas d'amis proches. Okay. Juste parce que mon Insta, c'est moi. Donc bien sûr que l'image que tu rejettes publiquement, elle est jamais à 100% qui tu es dans le privé, que ce soit conscient, inconscient, volontaire, involontaire, mais je pense que ça s'en rapproche quand même vachement. Ouais. Je râle toujours sur les hommes qui nous saoulent, je râle sur le patriarcat, je râle sur le racisme, le sexisme, la grossophobie, je parle de ce que je vis personnellement, j'essaie aussi de partager un maximum sur des sujets qui me touchent. Par exemple, j'ai beaucoup parlé du génocide en Palestine, ce qui m'a valu un shadow ban total d'Instagram. Ouais, c'est vrai que t'en parles souvent, que t'es souvent... Ah mais c'est insupportable. Je passais de 5-6 000 vues par story à 1000, 1500 des beaux jours, quoi. Juste parce que clairement, je parle de sujets qui plaisent pas. Et aussi, par exemple, je le vois avec les marques. J'ai jamais beaucoup bossé avec des marques parce que j'essaye toujours de travailler avec des marques en qui je crois pour le message au niveau éthique ou d'une certaine manière que ça apporte quelque chose à ma communauté. Donc j'ai jamais été une grande influenceuse, ça n'a jamais été mon but. Après, tu dépends pas non plus que de ça. Donc pas du tout, même. Un peu plus libre aussi. C'est juste du bonus si j'en ai, quoi. Mais j'ai jamais eu la volonté de devenir influenceuse et de gagner ma vie avec ça. Si j'ai des contrats avec des marques qui me plaisent ou bien des projets qui me plaisent, tant mieux. Par exemple, j'ai fait une collaboration avec la prévention SIDA. Je trouvais ça trop chouette parce que c'est un projet qui me tient à cœur, parce qu'il y a un message derrière. Et ça avait du sens quelque chose... par rapport à tout. Exactement, quelque chose d'important pour moi. Mais par contre, depuis le jour où j'ai parlé de Palestine, je n'ai plus rien, quoi, quasiment. Ok, ouais. Donc là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais oui, bien sûr que ça plaît pas. Pareil, pendant les élections, quand je parlais de la gauche, quand je parlais même pour la France, parce que j'ai à peu près 40% d'abonnés français, quand je parlais du nouveau Front populaire, d'à quel point il fallait faire front face à l'extrême droite, etc., mais ça ne plaît pas, forcément, parce que les médias sont d'extrême droite.
Et tu on le prends voit là. justement aussi beaucoup de critiques, j'imagine, dans tes messages. Maintenant, j'ai vu que tu colles le visage des gens qui te harcèlent. Je les appelle les clowns. Et ça, comment tu le vis? J'imagine que ça doit pas non plus être très facile de parfois se faire insulter. En fait, ça dépend des périodes. Je pense que si je vais bien, ça me passe un peu au-dessus parce que à chaque fois, je me dis, mais t'as trop de temps, t'as pas assez de problèmes pour venir voir quelqu'un que tu connais pas, qui n'a aucun impact dans ta vie personnelle, et venir dire ah t'es gros sale pute. Enfin, on se fait chier quoi. Et que le mec, en général, il y a une photo de profil bidon. Mais oui, laid comme un pou et bête. Oui, donc t'arrives quand même maintenant vers. Dans ce moment-là, oui. Par contre, justement, quand je vais pas bien, il y a rien à faire, mais ça me ramène à tout le harcèlement que j'ai vécu. Donc il y a aussi un côté PTSD, un côté vraiment traumatique que j'ai vécu qui est ravivé par ces moments-là. Donc les moments où, par exemple, j'ai des TikTok. Alors TikTok, l'algorithme, c'est de la folie. Tu peux faire des TikTok qui font 400 vues, comme d'un coup, il y en a un qui va en faire 3 millions. Mais quand t'es une meuf grosse sur les réseaux, dans les 3 millions de vues, il y a beaucoup de gros fachos, des mascus et compagnie. Et donc, ça m'est déjà arrivé d'avoir littéralement 10 000 commentaires insultants, sexistes et grossophobes. Ça, c'est dur, parce que c'est la vague, c'est la masse. C'est beaucoup. Ouais. Et ce qui est très dur, c'est de ne pas les ouvrir et de ne pas les lire. Je supporte tellement pas l'injustice que c'est dur pour moi de pas répondre et de pas les envoyer chier et de leur expliquer quoi. C'est vraiment dur pour moi de prendre la distance. Et j'essaye de plus en plus, mais c'est vraiment compliqué pour moi, Ouais, j'imagine. Donc il y a des jours où ça m'a vraiment mis à terre. Il y a des jours où il y a des moments où j'ai dû prendre du recul avec les réseaux sociaux, moins ouvrir, moins regarder, moins poster, moins partager et moins lire les commentaires, etc. Et faire des petites pauses parce que ça peut vraiment. J'adore les réseaux sociaux dans ce qui est du partage et de la représentation. C'est un média incroyable, mais à la fois ça a complètement décomplexé la haine et la méchanceté gratuite et vraiment le fascisme sur les réseaux quoi. Ouais, on voit tout quoi. Ah ouais. On voit tout, on entend. Et sous couvert de liberté d'expression. Non mais les gens connaissent pas la définition de la liberté d'expression quoi. Surtout que ça n'implique pas d'aller insulter les gens quoi. Non, c'est pas de la liberté d'expression. Ça n'a aucun intérêt. Ni même intéressant. Et non, clairement. Soit. Et justement aujourd'hui, comment tu vas? Comment tu vas aujourd'hui? Comment est-ce que ça va mieux par rapport à tout ce que tu as expliqué, par rapport à tout ce que tu as vécu? Comment tu te sens maintenant? C'est un très très long chemin. La dépression, vraiment... je trouve que c'est quelque chose qu'on sous-estime dans notre société. On en parle comme si c'était ne pas aller trop bien. D'ailleurs, il y en a plein qui font des vannes et ça, moi, j'ai vraiment du mal avec ceux qui disent « Oh, je suis trop en dépression. » Genre, j'ai eu un 9 sur 20, quoi. Non, c'est pas de la dépression. La dépression, c'est une maladie. Littéralement, ton cerveau est différent quand t'es en dépression. Il y a vraiment des problèmes au niveau de la sécrétion de certaines hormones, du bonheur, la dopamine, l'endorphine, etc., etc. Et c'est ce qui fait que, concrètement, quand quelqu'un est malade avec quelque chose de physique, si quelqu'un a un cancer, on va pas lui dire « Allez, un peu de courage, tu fais un peu de sport, ça ira mieux. » Pourquoi on dit ça à quelqu'un qui a une dépression? C'est pas ok parce que c'est aussi une maladie grave, c'est quelque chose de difficile à surmonter et il y a des gens d'ailleurs qui ont une dépression chronique qui dure parfois presque toute la vie quoi. Et il y a des rechutes, c'est pour ça que je compare un peu au cancer, bien sûr qu'il n'y a pas l'aspect ouais exactement, donc c'est autant comparable que ça ne l'est pas bien sûr, mais sur différents points je trouve que c'est important de l'utiliser comme exemple pour faire comprendre aux gens que la dépression est une maladie et c'est pas quelque chose qu'on choisit juste parce qu'on a la flemme de se lever. C'est vraiment quelque chose de très difficile. Et moi, là, ça fait 3 ans que je suis suivie par ma psy, que je suis sous antidépresseur, donc je suis sous médication. J'ai eu du mal à l'accepter, mais on m'a fait comprendre que c'était une béquille. Et en effet, je pense que ça m'a littéralement sauvé la vie. Mais encore aujourd'hui, je me bats tous les jours contre ça. Je vais infiniment mieux parce que je suis là aujourd'hui, je suis capable de monter des projets, de prendre du plaisir dans ce que je fais, je suis capable de sortir. Il y a un moment où j'étais incapable d'aller dans une foule. Juste le fait d'être entourée de gens me faisait faire des crises d'angoisse, etc. Donc je vais infiniment mieux, mais tous les jours je me bats encore contre cette dépression. J'en suis pas encore sortie totalement parce que je pense que ça met beaucoup plus de temps que ce qu'on pense, complètement. Parce que justement, je trouve que la santé mentale, c'est vrai qu'effectivement, on en parle quand même plus qu'avant. Il y a quand même beaucoup plus de débats là-dessus, mais ça reste, j'ai l'impression, parfois une nébuleuse, un peu... qu'on frôle comme ça, mais les gens ne connaissent pas forcément. C'est un peu une bulle woke. Oui. C'est dans certains environnements, dans certaines bulles qu'on en parle, en effet,
Et parfois, c'est vrai que concrètement, les gens ne comprennent pas forcément que effectivement la dépression, c'est sur la longueur et ça, ces complications-là, en fait, et tu ne les choisis pas, évidemment. Complètement. Personne choisit d'être malade. Ouais, tout à fait. Et pour l'avenir, quels sont tes projets prochains ? Sur quoi on pourrait te voir ? Qu'est-ce que tu te souhaites ? Waouh, beaucoup de questions compliquées à répondre. Hein. Sur quoi on pourra me voir ? Franchement, pour l'instant, j'en sais rien. J'ai lancé mon podcast, moi aussi, hier, pour la première fois. Premier épisode. Qui s'appelle Des os, pas des os. On est toujours dans la même D. Hein. Très franc. Ouais, vraiment. Parfait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai décidé de lancer parce que j'y pensais depuis très longtemps. Je suis une très grande consommatrice de podcasts. J'adore ça. Je n'ai toujours un dans les oreilles. Et surtout, le micro me manque. Ah oui. Le micro me manque parce que ça a été mon quotidien pendant quand même 6 ans, je pense à peu près, pendant plusieurs heures par jour. Donc c'était devenu la maison pour moi, le micro. Et donc ça me fait du bien de reprendre ça petit à petit. C'est un projet vraiment sans aucune attente particulière. Je le fais pour moi, sans attente de succès derrière. C'est un peu un journal intime où j'ai envie d'aborder plein de sujets un peu plus en profondeur que ce que je fais sur les réseaux sociaux. Parfois des trucs bêtes, je vais raconter genre comment les pires façons dont on m'a ghosté. Et puis à côté, je vais parler parfois de grosses expériences que j'ai vécues, compliquées sur la santé mentale, la grossophobie, le sexisme, etc. J'ai vraiment envie que ça soit un journal intime d'une meuf de 30 ans qui raconte sa vie. Parce que moi, c'est ce que j'aime beaucoup écouter. Et sinon, à part ça, franchement, justement, je suis en pleine période de réflexion sur qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie. J'arrive à un stade où, puisque justement, je pense que j'arrive à la fin de cette dette financière, je vois enfin doucement la lumière au bout du tunnel. Je me dis maintenant que j'ai toujours fonctionné par cycle, j'ai toujours eu plein de métiers à la fois. Quel est le prochain et quel est lequel sur le... quel est celui sur lequel j'ai envie de miser les prochaines années de ma vie. Donc franchement, je sais même pas te répondre parce que je n'ai pas la réponse. Il y a un monde de possibilités qui s'est ouvert là. Complètement. Je sais une chose, c'est que le divertissement me manque. J'ai eu pendant longtemps une chaîne YouTube. Il y a fort longtemps, n'allez pas la chercher, c'est catastrophique. S'il vous plaît, j'aurais pas dû dire ça. Le monde du divertissement, du coup, me manque aussi. Le fait que ton métier, ça soit de discuter et de rire. C'est quand même de la folie quand on y pense. C'est incroyable. Vraiment, moi, quand j'étais en radio, je m'en suis rendu compte à un moment, je me suis dit, mais attends, je suis payée pour rigoler pendant 4 heures. C'est de la folie. C'est une chance incroyable. Et je pense que ça, c'est la petite partie qui manque à ma vie pour l'instant. Après, est-ce que ça sera un projet professionnel ? Sous quelle forme ça va prendre ? J'en sais rien. Est-ce que ça va juste rester dans un podcast et quelques vidéos que je sors de temps en temps ? Peut-être. Donc franchement, c'est compliqué pour moi de te répondre. Mais qu'est-ce que je me souhaite ? Franchement, la base, la santé et la liberté financière. Je pense que c'est la base pour être capable d'être serein aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit forcément. La santé parce que j'ai quelques soucis de santé qui font que la vie est parfois un peu pesante. Je fais par exemple, du coup pour donner peut-être un peu de contexte, je fais beaucoup d'insulinorésistance parce que j'ai un SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques. C'est une maladie qui est dite féminine gynécologique puisque ça atteint justement les ovaires et ça a énormément de conséquences sur ma qualité de vie au quotidien. Donc j'ai pas de gros problèmes de santé et non, je suis pas en mauvaise santé parce que je suis grosse. On se calme directement parce que je les vois déjà venir. Mais donc la santé finalement, c'est quand ça va pas trop bien niveau santé qu'on se rend compte à quel point le reste n'a aucune importance, je trouve. C'est vrai. Et à côté de ça, la liberté financière, pourquoi ? Parce qu'on en parlait, quand tous les jours de ta vie, le stress de est-ce que tu vas pouvoir payer ton loyer et tes factures occupe 50% de ton état, de ton cerveau et de ton temps de cerveau, mais c'est hyper compliqué d'être libre autrement. Donc je pense que je me souhaite la santé, la liberté financière juste pour pouvoir réussir à nouveau créer autant que je veux, parce que je pense que c'est ce qui m'a toujours le plus animée, c'est créer. J'adore lancer de nouveaux projets, penser à différents formats, etc. C'est ce qui m'anime et ce qui me passionne, quoi. Parfait. Et qu'est-ce que tu dirais à toutes les petites Malou là, qui nous écoutent, la petite fille que toi tu étais et qui peut-être aujourd'hui nous écoutent, ou même si elles sont plus âgées et qu'elles veulent se lancer soit dans les médias ou dans tout autre projet dans lesquels... en vrai, peu importe ce dans quoi on veut se lancer dans la vie, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes ? Quelles sont les leçons que toi, ça t'a appris, toute cette expérience ? J'ai envie de leur dire qu'elles n'ont pas besoin de changer qui elles sont pour avoir le droit d'exister. On n'a pas besoin d'être plus ou moins quelque chose pour avoir de l'importance et de la valeur. Et moi, j'ai longtemps cru notamment qu'il fallait que je sois plus mince pour avoir le droit d'exister,
moins grosse pour avoir le droit d'exister, qu'il fallait que je sois plus cultivée, plus intelligente, plus drôle, bref, que je change qui je suis pour avoir une valeur. Et en fait, la valeur, elle vient de qui tu es, pas de ce que tu fais. Et donc, je pense que juste... Ouais, je pense que c'est ce que j'ai envie de dire à la petite fille que j'étais notamment, et donc c'est pour ça que j'y pense, c'est tu as le droit d'exister et tu n'as pas besoin de changer pour ça. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Malou. Merci à toi, c'était un plaisir. Et à très bientôt.